Dans le cadre de la visite de travail, l'équipe de la télévision régionale des Cailles et de la diaspora a effectué une visite de travail du 28 au 29 mai 2024 à la CEMAF SA et aux différents barrages hydroélectriques et centrales de l'OMVS qui servent les trois pays d'énergie, à savoir le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. La CEMAF SA, société d'exploitation Malantali Felou, est chargée de l'exploitation et de la maintenance des barrages hydroélectriques et centrales de Malantali, Gouina et Felou, avec une puissance installée de 400 MW répartie comme suit: Malantali 200 MW, Gouina 140 MW et Felou 60 MW, ainsi que la régulation du fleuve Sénégal pour un meilleur usage des populations riveraines. Sans oublier que l'eau maîtrisée dans les barrages devient une source inépuisable d'énergie. Et aussi construire un barrage, c'est dompter la force de la nature pour éclairer l'avenir. À cet effet, la CEMAF SA, créée en 1997 et pour les bureaux des Cailles en juin 2023, la CEMAF SA a pour mission l'exploitation et la maintenance des barrages hydroélectriques confiés par l'OMVS et la régulation du fleuve Sénégal comme principale vision, ensemble pour faire de la CEMAF SA un opérateur électrique de référence en Afrique. Je rappelle que l'OMVS a été créé en 1972. C'est une organisation qui appartient aux 4 États. Et les États ont voulu partager la ressource en eau qui est issue des fleuves que vous avez visités, le fleuve Sénégal, le fleuve Bafing et Bakoy. Mais ils ont voulu aussi partager toutes les retombées. Et la première, c'était donc l'eau potable, l'irrigation. Mais après les années 2000, ils ont pensé qu'il fallait créer une centrale hydroélectrique pour produire l'électricité à bon marché et pouvoir le servir aux 3 sociétés d'électricité que sont Sénélec au Sénégal, Énergie du Mali au Mali et Somelec. Et si les États ont investi en passant par la SOGEM, ils ont fait le projet, ils ont fait la centrale, le barrage, les lignes à haute tension, les postes, il fallait trouver quelqu'un pour l'opérer. Et donc, c'est comme si vous voulez vous acheter un bus, il est déjà acheté, mais il faut donner à quelqu'un pour le conduire. Donc, nous sommes le conducteur. Donc, les États, à travers la SOGEM, ont investi et ils ont trouvé un opérateur. Au début, de 2001 à 2014, cet opérateur était sud-africain. Ça s'appelait Eskom. Eskom, c'est le EDM d'Afrique du Sud, c'est la 5e plus grosse société d'électricité d'Afrique. Ils ont opéré pendant de 2001 à 2014 et les États ont pensé qu'il fallait créer une société qui nous appartient. Donc c'est ainsi que la CEMAF a été créée. Donc notre rôle, c'est d'exploiter et de faire la maintenance des ouvrages, qui sont les barrages, les centrales, les lignes à haute tension et les postes au bénéfice des populations. Donc, vous savez que nos pays sont des pays en développement. L'électricité est un des éléments moteurs de l'économie, c'est même un élément pour le social. Et chaque société d'électricité a construit des centrales électriques dans son pays. Si vous prenez EDM, ils ont des centrales hydroélectriques comme Selengue et Sotouba. Ils ont aussi des centrales thermiques qu'ils ont construites, des centrales solaires, comme les centrales de Dar es Salaam et autres. Mais le projet qui a été créé par nos États vient leur donner une énergie additionnelle. Aujourd'hui, nous fournissons à Énergie du Mali un peu moins de la moitié de ses besoins. Ça vient compléter son offre d'énergie. Mais en même temps, comme c'est de l'énergie propre, ça contribue au développement de l'environnement pour répondre aux 7 objectifs de développement que le monde a définis. La centrale hydroélectrique de Gouina, c'est l'une des 3 centrales exploitées par la CEMAF, la société d'exploitation de Malantali, Felou et Gouina. Donc, c'est une centrale qui est située à l'ouest du Mali, dans la région de Caille.
entre les villes de Caille et de Bafoulabé, en aval de la centrale hydroélectrique de Manantali et à environ 64 km en amont de la centrale hydroélectrique de Félou. C'est une centrale qui a été mise en service entre mars et avril 2022 et elle produit environ 607 gigawattheures, donc un productible moyen annuel de 607 gigawattheures. Donc cette production est injectée sur le réseau interconnecté de Manantali, qu'on appelle le RIMA. Donc ce réseau est constitué de lignes et de postes à travers les républiques du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Nous avons le poste HT 225 kV et une ligne HT de transport qui fait environ 57 km qui nous permet d'injecter l'énergie produite à Gouina sur le réseau RIMA à travers le poste de Félou et celui de Caille. Donc les 140 MW produits à Gouina sont répartis suivant un quota par pays, à savoir 34% de la production pour le Mali, 33% pour le Sénégal, 33% pour la Mauritanie. Donc comme vous voyez, nous sommes sur le site du barrage. On est situé sur le fleuve Sénégal. En amont, nous avons la centrale de Manantali et en aval, nous avons la centrale hydroélectrique de Félou. Donc nous avons un partenariat avec les sociétés nationales d'électricité, notamment pour le Mali, c'est EDM. Nous produisons, nous mettons à disposition notre production suivant le quota du Mali. Donc c'est mis à la disposition de EDM. Donc EDM s'occupe du partage. On n'a pas assez de difficultés ici, puisque depuis l'ouverture de la centrale, on arrive à produire et à atteindre nos objectifs. À part seulement, c'est les difficultés peut-être climatiques au niveau de la disponibilité de l'eau seulement. La centrale hydroélectrique de Félou, c'est une centrale pour 4 pays qui permet de favoriser l'intégration au niveau de la sous-région, qui permet aux différents États de s'entraider entre eux et que nous sommes là pour prendre soin de cette centrale-là. Les valeurs étant des principes fondamentaux, alors les valeurs de la CEMAF sont l'esprit d'équipe, la diversité, la transparence, l'agilité, l'intégrité et l'engagement. Leurs objectifs, la santé, la sécurité et l'environnement, surtout permettre au personnel de comprendre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, se protéger et protéger les autres à l'exposition de ces dangers pour réduire les accidents de travail, les malades professionnels, améliorer l'état d'esprit du personnel ainsi que la productivité, fournir des connaissances et des meilleures pratiques en gestion environnementale. Dans le cadre d'un barrage hydroélectrique, l'eau est stockée pour plusieurs besoins, mais la question elle est précise: comment faire l'eau entrer en hydraulique pour la transformation de l'énergie hydraulique en énergie électrique. Il faut comprendre d'abord, quand on stocke l'eau, c'est l'énergie potentielle. Donc le fait qu'on fait passer cette énergie potentielle dans une conduite forcée avec une certaine vitesse, là l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique avant d'arriver au niveau de la turbine. À partir de la turbine, cette énergie cinétique est transformée en énergie mécanique par la turbine. Donc, et pour transformer cette énergie mécanique en énergie électrique, c'est l'alternateur qui nous permet de transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Une fois cette énergie électrique produite, à la sortie, c'est 11 000 kV qui seront envoyés vers les transformateurs pour élever la tension vers le poste. Donc, une fois arrivé au poste, le dispatching va rentrer dans la danse pour non seulement dispatcher entre les sociétés d'électricité des États, et c'est tout un service là-bas qui vont vous donner plus de détails par rapport à leur mode de fonctionnement de cette énergie, comment ils vont dispatcher entre les 3 États. Mais il faut comprendre que pour ça, pour le cas de Manantali, EDM à 52%, le Sénégal à 33%, la Mauritanie à 15%. En dehors de ça, ce que je veux que vous arriviez à comprendre d'abord, là, ce service, c'est la gestion globale
de la ressource eau. Dans cette gestion de la ressource eau, il n'y a pas que la production de l'électricité. Il y a d'autres besoins à satisfaire, à savoir l'irrigation, comment rendre le fleuve Sénégal navigable entre Saint-Louis à Dakar et à Ambidédi, comment rendre ce bief-là navigable. Là, la gestion de cette ressource entre dans ce contexte-là. Et par rapport à l'irrigation aussi, nous intervenons. Par rapport à la consommation humaine, animale et industrielle, nous intervenons en combinaison avec le barrage de Diamant qui est un barrage anti-sel. Donc, en plus de votre question, nous intervenons dans ces domaines-là. Donc, tout ça, il faut vraiment capitaliser tout ça et donner satisfaction aux besoins des uns et des autres. Voilà l'utilité même du barrage de Manantali. Le mécanisme de fonctionnement du barrage de Manantali, il faut comprendre d'abord qu'au premier plan, ce que je viens de vous dire tout de suite là, on se réunit d'abord dans un des pays membres de l'OMVS pour discuter des besoins qu'on aura à réaliser en année N+1. Ça veut dire quoi? Les besoins pour l'année 2025 seront discutés au début et en fin de cette année. Les agriculteurs, ils vont envoyer leurs besoins. La navigation, eux aussi, ils envoient leurs besoins. L'irrigation en termes d'eau, ils envoient aussi leurs besoins. À la suite de ça, nous, on fait des simulations pour dégager le productible. Et tout cet objectif est ramené à la satisfaction de l'hydrogramme à Bakel qui est au Sénégal. Pourquoi Bakel? Parce que Manantali seul n'intervient pas. Manantali intervient en combinaison avec le barrage de Diamant qui est un barrage anti-sel. Donc nous, ce barrage permet d'empêcher l'eau saline de remonter sur l'eau douce. Nous, on vient en augmentant le tirant d'eau qui se trouve dans la vallée. D'où l'objectif de connaître le besoin de tout un chacun. Sans cela, ça va créer beaucoup de désagréments, peut-être aux agriculteurs ou bien peut-être à la navigation. Donc pour éviter qu'il y ait conflit, on tient compte des besoins de tout le monde et en fonction de ça, on va simuler qu'est-ce que ça peut donner en termes de production d'énergie. Parce que là, eux, ils vont dire que j'aurais besoin de telle quantité d'eau dans le fleuve pour pouvoir assurer l'irrigation. Donc, une fois ce compromis trouvé, en ce moment, avec les sociétés d'électricité des 3 autres États, on leur fait comprendre, voilà les besoins des agriculteurs, voilà les besoins de la navigation. En fonction de ça, ce qu'on a pu simuler pour faire ressortir en termes de quantité d'énergie qu'on peut donner aux sociétés d'énergie des 3 États. Donc, et une fois ce principe accepté, on va faire la répartition sur les 52 semaines. Donc, et de ces 52 semaines, c'est eux qui connaissent leurs besoins. Les besoins de EDM, ce n'est pas la même chose que pour Sénélec ou pour Sénélec. Mais il faut comprendre que pour Manantali, le Mali à 52%, la Mauritanie à 15% et le Sénégal à 33%. L'enlèvement se fait de façon semestrielle, de façon hebdomadaire. Chaque semaine, les différentes sociétés, ils nous envoient leurs prévisions qu'on a arrêtées avant le début de l'année. En fonction de ça, on fait la répartition selon la disponibilité des groupes de Manantali pour donner satisfaction à la production de l'électricité. Donc en produisant, ça trouve que déjà le débit qui est restitué vers l'aval va donner satisfaction aux différents besoins exprimés par soit l'irrigation, ou soit par la navigation, ou par la consommation humaine, animale ou industrielle. Voilà grosso modo l'objectif du barrage de Manantali. Il faut comprendre que chaque année a sa spécificité. Si l'année elle est bonne, on est preneur, on produit plus d'énergie. Si elle n'est pas aussi favorable, on est toujours preneur, on produit dans la mesure du possible. Mais il faut comprendre que quand on prend le lac a ses caractéristiques que là, il ne faut pas aller en deçà ou au-delà.
Par exemple, la cote minimale, c'est 187 mètres hygiène. Et la cote maximale pour le barrage, c'est 210,50. Donc, ça c'est côté sécurité de l'ouvrage. Mais côté production, la cote minimale, c'est la cote 192. Toute la simulation, elle est faite à ne pas aller en deçà de ça. Parce que quand on va vers cette cote en deçà, ça veut dire que le programme prévisionnel qu'on a eu à mettre en place au début de l'année, on ne va pas donner priorité à ça. Il faut donner en ce moment la priorité à la consommation humaine, animale et industrielle. Ça veut dire que on ne va pas produire l'électricité, non, on va produire l'électricité, mais le programme prévisionnel sera occulté, on va produire dans la mesure du possible. Les autres objectifs seront revus à la baisse. C'est ce que je peux vous donner comme explication technique par rapport au lac. Sinon le lac, le niveau minimum, pour la côte, c'est le niveau minimum, c'est 187. La côte, le niveau moyen, c'est 202. Le niveau maxi, c'est 208. Donc au-delà, on commence à laminer. Ça veut dire quoi? On commence à déverser vers l'aval. Mais pour ça aussi, là, on informe les autorités pour qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau des autres utilisateurs de l'eau. Parce que si on ne les informe pas, ça peut créer beaucoup plus de dégâts. Donc il faut informer à qui des droits tout le système pour qu'il y ait moins de désagréments possibles. Le mot de la fin, c'est pour vous remercier. C'est vrai, ça va permettre les uns et aux autres de connaître non seulement les activités que CEMAF est en train d'abattre, pas pour le Mali seulement, pour l'ensemble des 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. CEMAF n'intervient pas que dans la production d'électricité seulement pour les 3 pays. CEMAF intervient non seulement dans la production, en plus de ça, dans l'irrigation et à rehausser les tirants d'eau dans le bief entre Saint-Louis et Ambidédi. Et en plus de tout ça, diminuer l'ampleur des crues catastrophiques en aval. D'où l'objectif même, un des objectifs du barrage de Manantali. On a ici un poste d'interconnexion. S'il y a une partie de Manantali qui arrive ici, on a une ligne Manantali. Il y a la centrale de Gouina et de Fellou aussi qui injecte ici à travers la ligne Fellou. Donc on a un départ aussi sur Bakel au Sénégal. Et on a deux transformateurs 225-30 kV, un de 20 MVA et un autre de 61 MVA pour l'alimentation de la ville de Kaye et environnant. Donc il y a Albatros aussi qui injecte ici à travers 2 transformateurs. On a aussi 2 lignes Kaye-Tambacounda au Sénégal. Et on a 2 jeux de barres. La SOGEM maintenant qui nous concerne aujourd'hui est en charge de l'exploitation de tout ce qui est hydroélectrique, c'est-à-dire la création de l'électricité à partir de l'eau du fleuve. Donc, quand il s'est agi de mettre en œuvre cette politique de gestion de l'eau pour la production de l'énergie électrique, les autorités publiques avaient jugé opportun de créer une société qui se chargerait disons, qui aurait pour vocation justement de mettre en œuvre cette instruction. Donc, quand la SOGEM a été créée, avant même la création de la SOGEM, il y a eu une société précédente qui était chargée justement de la création du barrage de Manantali, qui est le premier ouvrage en 1982. La SOGEM a été créée le 16 janvier 1997 et l'exploitation maintenant de ce barrage hydroélectrique de Manantali avait été initialement confiée à une société sud-africaine du nom de Eskom. Donc, lorsque cette société a fini son contrat, les autorités publiques avaient jugé opportun que la SOGEM, qui était la société délégataire, pouvait créer une filiale qui constituerait le patrimoine des États membres et aurait pour principale mission de se substituer à Eskom, qui était une société sud-africaine. Donc c'est dans ce sens que la CEMAF a été mise en place.
La CEMAF aujourd'hui est en charge de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques. Le barrage hydroélectrique de Manantali, le barrage hydroélectrique de Guina et la centrale hydroélectrique de Félou. Et les postes de tension aussi, notamment celui de Caille. Ben, dire que tout simplement la CEMAF a créé ce bureau de Caille pour plus se rapprocher disons, des autorités administratives, parce qu'il ne faudrait pas oublier que le siège de la CEMAF est dans la région de Caille, c'est-à-dire à Manantali. Donc il était toujours question de se déplacer de Manantali à la ville de Caille pour la résolution de certains problèmes. Je ne dirais pas problème, mais bon, pour satisfaire à certains besoins d'ordre administratif, notamment au niveau de l'INPS, c'est-à-dire les autorités sociales, la direction régionale du travail, l'autorité administrative qui est le gouverneur, mais aussi les autorités judiciaires. Donc, pour se rapprocher justement de ces autorités qui concourent à la mise en œuvre même de l'objet social de la CEMAF, la direction générale a jugé opportun d'installer le bureau et de pouvoir le rendre opérationnel et voilà, satisfaire aussi aux besoins du personnel. Ce qu'il faut dire par rapport à ces installations, que ce soit Manantali, Félou et Guina, ce sont des ouvrages hydroélectriques, donc constitués de barrages, de centrales et puis des ouvrages connexes, qu'on va dire les cités et ainsi de suite. Il faut dire initialement, pour la mise en place de ce genre d'ouvrage, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Donc l'étude d'impact environnemental est suivi de ce qu'on appelle les plans de gestion environnementale et sociale, qui sont mis en œuvre et qui accompagnent toute la phase de construction des ouvrages. Maintenant, après cette dernière phase, on passe à l'exploitation que la CEMAF est en train de mener présentement. Donc il faut dire que depuis 2014, c'est la CEMAF qui s'occupe de l'exploitation, de la maintenance des ouvrages qui nous ont été confiés par la SOGEM. Pour la gestion environnementale, ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle une analyse environnementale de toutes les activités que nous menons au niveau de la CEMAF. Donc cette analyse environnementale-là permet d'identifier tout ce qui est aspect environnemental et les impacts qui sont associés à ces aspects environnementaux. Après, il faut faire ce qu'on appelle une cotation des impacts. C'est pour nous permettre d'identifier quels sont les impacts environnementaux qui sont significatifs. Parce qu'un impact qui n'est pas significatif, ça peut être facilement maîtrisé. Donc les conséquences vers l'environnement ne sont pas très représentatives. Donc une fois les impacts environnementaux identifiés, maintenant on peut se permettre de mettre en place tout ce qu'on appelle les mesures d'atténuation et de mitigation des impacts environnementaux. Maintenant, pour rassurer les gens, nous avons ce qu'on appelle un laboratoire de limnologie. Donc la limnologie s'occupe du suivi de la qualité de l'eau. Donc depuis la mise en œuvre du barrage, en 1989, la cellule a été créée. Donc cette cellule-là se charge du suivi des paramètres physico-chimiques de l'eau et des paramètres biologiques. Donc nous mesurons présentement près de 14 paramètres physico-chimiques. Et ces mesures-là sont faites au niveau de la retenue du barrage, à l'aval immédiat de la centrale. Parce que l'eau turbinée, on essaie de voir quelle est la qualité de l'eau qui est turbinée. Est-ce que ça a été pollué ou pas? Et cette même mesure est continuée et poursuivie jusqu'au niveau de la confluence Bafim Bokoy pour voir juste quel est l'impact même du barrage par rapport à la qualité de l'eau. Et dernièrement, nous l'avons initié aussi au barrage de Guina et de Félou. Donc nous faisons des mesures en amont de barrage pour savoir quelle est la qualité de l'eau qui entre et quelle est également la qualité de l'eau qui en ressort. Après cette analyse faite depuis 1989, ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des indices de qualité de l'eau excellentes. Ça veut dire que depuis qu'on a mis en place le barrage, l'eau se bonifie, même je peux dire. Parce que quand on analyse sur 2 stations, parce que nous avons 3 stations au niveau de la retenue, sur les deux stations, quand on fait ce calcul, on voit que même l'eau se bonifie. Donc ça, c'est assez rassurant. La qualité de l'eau issue de ce barrage, jusqu'à Félou, jusqu'à Guina, est une eau de très bonne qualité. Et c'est cette eau-là également qui est utilisée pour l'eau potable. Donc nous avons aussi une station de distribution d'eau que nous traitons, que ce laboratoire-là s'occupe de son traitement par rapport à la coloration et ainsi de suite. Et périodiquement, l'eau qui est distribuée au niveau de la collectivité est mesurée pour qu'on puisse s'assurer de leur potabilité. Donc ça, par rapport à l'aspect environnemental, c'est des faits qui sont posés pour nous assurer quand même que notre
l'exploitation de ces ouvrages-là n'impacte pas négativement l'environnement. Nous, dans notre jargon, la sûreté, je vois tout ce qui est protection des installations en elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est l'escadron de la gendarmerie, c'est les sociétés de gardiennage avec lesquelles nous travaillons. Donc, tout à l'heure, on était avec le commandant d'escadron, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est sûreté au niveau des installations. Et nous avons également des services de gardiennage qui sont un peu partout et qui sont bien formés, bien outillés pour nous assurer carrément de la sûreté des installations. Quant à la sécurité maintenant, on le lie présentement avec la santé. Donc on parle plutôt de santé et sécurité au travail. Ce qu'il faut dire, que ce soit la qualité, la santé et sécurité environnement, aujourd'hui la CEMAF s'est lancée dans ce qu'on appelle un système de management intégré en vue d'obtenir une triple certification. La triple certification, c'est le système de management de la qualité, c'est le système de management de la santé et sécurité au travail, c'est le système de management de l'environnement. Donc ça, c'est des normes ISO qui sont utilisées pour cela et la CEMAF s'est engagée présentement à les mettre en œuvre. Notre métier, c'est un métier à risque, donc cause pour laquelle nous procédons dès l'entrée à une formation et après à mi-temps, nous essayons de mener des séances de communication, des séances de sensibilisation, des séances de formation pour que les gens puissent comprendre les risques auxquels ils sont confrontés et quelles sont les mesures idoines qu'ils doivent mettre en œuvre. Il en est de même aussi pour l'environnement. La qualité, le système de management de la qualité, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la satisfaction du client. N'oublions pas que nous avons plusieurs parties intéressées qui constituent également des clients, notamment la SOGEM, tout ce qui est organe représentatif de l'OMVS, qui nous ont confié des installations et qui nous ont exigé des choses, notamment la production de l'hydroélectricité, notamment la régulation du fleuve. Et nous mettons en œuvre un certain nombre de processus, que ce soit de la planification, on planifie, après il y a la production, il y a le transport. Donc ça, c'est pour gérer carrément le niveau de l'eau, la production de l'électricité. Il y a également un processus de maintenance qui sont aujourd'hui, donc ces 4 processus-là constituent ce qu'on appelle les processus opérationnels qui nous permettent de pouvoir produire et que les ouvrages qui nous ont été confiés, les exigences qui nous ont été fixées soient satisfaites in fine. Donc ça, c'est le système de management de la qualité. Santé sécurité, je le disais tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est relatif à nos employés que nous gérons. Et maintenant, l'environnement, c'est quand on aura fait tout cela, tout ce qui est produit non intentionnel qui peut ressortir et qui va polluer l'environnement. Et je vous rassure, aujourd'hui, par rapport à la qualité de l'eau, c'est l'hydroélectricité, c'est ce qu'on appelle une énergie propre. C'est une énergie propre. Et nos installations sont présentement au top parce que depuis que c'est mis en place, nous n'avons enregistré aucun cas de pollution. Et nous poursuivons également à mettre en place ces mesures-là que je disais tout à l'heure d'atténuation, de mitigation des impacts. On les calcule, on les mesure. Il nous arrive de faire des cartographies des bruits, les cartographies du son, cartographie de la lumière pour au moins nous assurer que quand même tous nos employés, que ces installations-là également sont entretenues et n'ont pas une incidence forte, impact négatif sur l'environnement. Nous donnons de l'eau, nous connaissons un peu l'impact de ces ouvrages-là parce que l'eau sert à l'irrigation et puis nous connaissons aujourd'hui dans nos différents pays cette utilité-là et puis que l'eau également est suivie. Et on se fait même assister par le laboratoire national des eaux de Bamako qui vient périodiquement pour nous confirmer ou bien infirmer nos données. Mais depuis qu'ils sont là, nos données sont en phase par rapport à la qualité de l'eau. Et le suivi est fait en amont du barrage, au niveau de la retenue, en aval immédiat du barrage. À la confluence, on continue en amont de Fellou et à l'aval de Fellou, en amont de Gouina et en amont et en aval de Gouina. Donc jusque là, l'eau est suivie, et l'eau est de très très bonne qualité. Donc pour tout ce qui est irrigation, les gens n'ont qu'à être confortés par rapport à ça. Donc l'eau que la CEMAF gère présentement est une eau de très très bonne qualité. Et pour nos employés aussi, pour les collectivités locales, c'est juste pour dire qu'il y a un important volet RSE sur lequel on est en train de travailler. Il faut noter que CEMAF produit 1800 gigawattheures d'énergie par année. Énergie propre, il faut noter, parce que quand même, on est dans un monde où vraiment l'énergie propre joue un rôle important. Et aussi, il faut noter que c'est une énergie bon marché, 3 fois moins chère que les autres énergies. Le Mali seul tire 100% de son énergie via ses barrages, sur les 4 années. Le Sénégal tire 10%, la Mauritanie tire 30%. Il faut dire que donc, ce qui est la chaîne qui est une société interétatique,
Donc ça veut dire que les États à qui appartient la société, quand même trouvent leur compte. Donc une énergie qui devait coûter 100 francs arrive à coûter 38 francs. C'est quelque chose quand même à élever au niveau des milliards. Il y a un bon gap qu'il faut noter. Là où on devait payer 10 milliards, on paye 3 milliards. Les 6 milliards restants peuvent aller quand même quelque part d'autre dans la population. Donc voilà, il faut noter que quand même l'énergie que produit les barrages, qui sont une énergie propre, bon marché, et ça permet aussi de vivre. Donc c'est ça que je voulais ajouter par rapport au complément. Alors, est-ce que vous avez la tolérance? Tolérance, non. Il faut juste dire qu'aujourd'hui, la CEMAF vise à être une entreprise de référence à l'aujourd'hui 2025. Et ceci a fait que, depuis quelques années, la direction générale, avec l'appui de l'autorité, ne cesse de lancer des projets, ne cesse d'appuyer pour que ces projets-là arrivent à terme. Et aussi, il faut noter que l'année dernière, la CEMAF a reçu le trophée de meilleure entreprise au niveau de la DSI, une innovation. Donc ça, c'est aussi, il faut le noter. Et ça, c'est en Tunisie. Aujourd'hui, au niveau de la CEMAF, tout a été digitalisé. Les ordres de mission, les signatures, tous ces documents se font en temps réel. Et ça aussi, il faut le noter. Il y a des entreprises qui sont des entreprises de taille, ils n'aiment pas avoir ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tolérance. Mais pour moi, il faut dire qu'il y a quand même des projets qui sont en vue, qui vont venir. Et ces projets-là, une fois terminés, on aura quand même une entreprise de taille et qui va arriver à conquérir, comme on le veut, à être une entreprise de référence aux l'horizon 2025. Pour conclure, nous tenons à inviter toute la population ainsi que les autres pays membres de faire un bon usage de la CEMAF, respecter les consignes pour avoir une bonne qualité de la production d'eau et d'électricité afin qu'on puisse tous en tirer profit. Sachons aussi que les grandes rivières sont formées de petites gouttes d'eau. Également, les barrages retiennent l'eau mais libèrent l'énergie et aussi l'eau qui est retenue finit par donner de la force.